Salam alaikum. Pour notre deuxième cours enregistré, on va commencer par la notion de budget. Donc pour définir le budget, on peut le définir selon l'acception large ou le sens large ou la signification large, et deuxième définition, c'est une définition juridique. Donc selon l'acception large ou le sens large du budget, on peut dire que le mot budget désigne tout document comptable traduisant un plan d'action dans le domaine financier. Le mot budget, selon l'acception large, désigne tout document comptable traduisant un plan d'action dans le domaine financier. Donc, vous voyez, c'est très vague. Mais du point de vue juridique, c'est plus précis. Pourquoi? Parce que selon la définition juridique du budget, on dit que seuls constituent des budgets les documents qui prévoient et autorisent pour l'année à venir les dépenses et les recettes des personnes ou organismes publics. Donc, comme vous voyez, la deuxième définition est plus précise que la première. La première est très vague, mais la deuxième, elle est très précise, parce que selon cette optique, on dit que le budget désigne ou inclut tous les documents qui prévoient et autorisent. Donc on a la prévision et l'autorisation, les deux principes que j'ai déjà évoqués dans le premier cours. Donc on a la prévision et l'autorisation, donc qui prévoit et autorise pour l'année à venir. Donc là, le principe de l'annualité, les dépenses et les recettes des personnes ou organismes publics. Donc, essentiellement là, il s'agit de l'État et des collectivités territoriales. Quelles sont les idées à noter d'après cette définition? Premièrement, on dit que le budget de l'État. Donc, pour le budget de l'État, il prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'État. Donc, pour l'État, le budget prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'État. Il est arrêté par le Parlement dans la loi de finances qui traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement. Donc, comme j'ai déjà évoqué dans le premier cours, donc là, on voit apparaître la relation entre le secteur économique et les finances publiques. La chose qui n'a pas existé dans la conception classique des finances publiques, dans le cadre de l'État gendarme. Je reviens à la première définition qu'on a déjà vue. À cette époque, on a dit que le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Point, tout simplement. Donc là, outre ce côté-là, le budget doit traduire ou nous donner une idée sur les objectifs économiques et financiers adoptés par le gouvernement. Donc la question qu'on peut poser, en quoi consiste la fonction de la loi de finances de l'année? En quoi consiste la fonction de la loi de finances de l'année? Comme réponse, on dit la loi de finances de l'année prévoit et autorise pour chaque année budgétaire
l'ensemble des ressources et des charges de l'État. La loi de finances de l'année, appelée également la loi de finances initiale, qu'on va voir après quand on va étudier les différents types de loi de finances. Donc, la loi de finances de l'année prévoit et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État. C'est la fonction principale de la loi de finances de l'année. Quelles sont les observations qu'on peut noter d'après la définition que j'ai citée ou qu'on a vue? Premièrement, on a la nature législative de l'acte budgétaire. La nature législative de l'acte budgétaire. On parle de la loi de finances. Deuxièmement, le caractère de prévision de l'acte budgétaire. On se base sur la prévision pour élaborer le projet de loi de finances concernant l'année à venir. Donc, on procède par la prévision. C'est la deuxième observation. La troisième, on a le caractère annuel du budget. On a dit dans la définition, la loi de finances prévoit et autorise pour chaque année budgétaire. Donc là, on a le principe de l'annualité, qui est le premier principe qui a été élaboré dans le cadre de la conception classique des finances publiques. Donc les grands principes du droit budgétaire, on va les étudier dans un chapitre qui va venir après. Donc le caractère annuel du budget, ou le principe de l'annualité du budget, donc on va expliquer ça après, quand on va arriver à ce point. La quatrième observation, c'est dans notre domaine d'études, qui est les finances publiques, pour que l'on soit véritablement en présence d'un budget, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut qu'il s'agisse d'une personne morale, et cette personne morale doit être une personne morale du droit public. Donc, une personne morale du droit public, État, collectivité locale ou organisme public. Et on a déjà vu les critères de distinction entre les finances publiques et les finances privées dans le premier cours. Donc, on a 4 observations qu'on peut noter. La première, c'est la nature législative de l'acte budgétaire, le caractère de prévision de l'acte budgétaire, le caractère annuel du budget, le principe de l'annualité, et quatrièmement, pour que l'on soit véritablement en présence d'un budget, il faut qu'il s'agisse d'une personne morale de droit public, c'est-à-dire l'État ou une collectivité locale où on a un organisme public. Maintenant, on va aborder la facette historique du budget d'une manière assez brève. Donc, on va essayer d'étudier ou de voir le budget à travers l'angle historique. Donc, du point de vue historique, les finances publiques ont joué un rôle important dans la formation du régime politique parlementaire. Donc, pourquoi? Parce que la remarque qu'on peut donner, on peut noter, c'est que dès l'origine, il y avait
une profonde relation entre le budget et le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique ne peut pas exister sans pouvoir financier. Donc le pouvoir politique se sert ou doit se servir toujours d'un budget pour l'application de sa politique. Donc sans pouvoir budgétaire, le pouvoir politique ne peut pas appliquer sa politique ou concrétiser ses projets. Et même on peut dire que les finances publiques ont favorisé et ont permis l'émergence de l'état de droit. L'état de droit, c'est cette forme de l'état qui n'est pas autoritaire, mais au contraire un état fondé sur des règles de droit acceptées de tous. Donc c'est ça la définition de l'état de droit. Donc les finances publiques ont joué un rôle important dans l'émergence du concept de l'état de droit qui est par nature un état démocratique. Et dans ce cadre-là, le rôle que les finances publiques ont joué dans l'émergence de l'état de droit et du régime démocratique, le concept ou la notion du consentement à l'impôt, c'est-à-dire l'autorisation de l'impôt, a été fondamentale pour l'émergence de l'état de droit et par la suite la démocratie. C'est quoi le consentement à l'impôt? Le consentement à l'impôt est le principe selon lequel un impôt prélevé par l'État doit être accepté par les représentants de la nation. Donc la définition du consentement à l'impôt est la suivante. Le consentement à l'impôt est le principe selon lequel un impôt prélevé par l'État doit être accepté par les représentants de la nation. Donc là, l'idée principale dans cette évolution historique est que l'émergence d'un pouvoir législatif vis-à-vis du roi a été réalisée par les problèmes de finances publiques. Donc, dans cette évolution historique, on peut constater que l'émergence de ce pouvoir législatif qui doit autoriser l'État ou le régime politique à prélever l'impôt, c'est-à-dire a pu émerger grâce au problème des finances publiques. Donc, selon cette optique, le gouvernement ne peut lever, ne peut collecter, ne peut percevoir un impôt de par sa simple autorité. Donc, vous voyez là, ça c'est très important dans l'évolution des régimes politiques, et essentiellement le régime politique parlementaire. Donc le gouvernement ne peut pas lever, ne peut pas collecter, ne peut pas percevoir un impôt de par sa simple autorité. Pourquoi? Parce que le Parlement, en tant qu'assemblée des représentants des citoyens ou de la nation, doit donner son accord. Sans cet accord, l'impôt n'est pas juridiquement valable. Donc ça, selon le principe du consentement à l'impôt. Donc, grâce au principe du consentement à l'impôt, le gouvernement ne peut lever, ne peut collecter, ne peut percevoir un impôt de par sa simple autorité. Pourquoi? Parce que le Parlement, du fait qu'il est le représentant des citoyens ou de la nation,
doit donner son accord. Sans cet accord, l'impôt n'est pas juridiquement valable. Donc, et c'est sur la base de ce consentement à l'impôt que le régime parlementaire va se construire. Donc, sans entrer dans les détails, on essaye de garder les idées principales. Donc, le Parlement, en discutant le budget, il a pris l'habitude de discuter les politiques du gouvernement. Pourquoi? Parce que le budget doit refléter les choix adoptés par le gouvernement. Donc, comme conclusion, on peut dire que suite à de longs combats politiques, le budget est devenu un acte de limitation du pouvoir royal. Comment? Parce que il traduit un consentement à l'impôt. Comme j'ai déjà dit, le consentement à l'impôt est le principe selon lequel un impôt prélevé par l'État doit être accepté par les représentants de la nation. C'est le Parlement qui doit autoriser le gouvernement à prélever ou à percevoir ou à collecter les impôts. Donc, grâce à ce principe du consentement à l'impôt, le budget est devenu un acte de limitation du pouvoir royal qui était un pouvoir absolu. Donc, ce consentement, c'est ce consentement qui explique la procédure de haut de l'impôt. Et ainsi, le contrôle des finances publiques est devenu une composante essentielle de la démocratie. Donc, d'une manière très concise, j'ai essayé de vous donner une idée sur le côté ou la facette historique du budget. Et dans ce même angle de vision, on va avoir un cadre pratique, c'est-à-dire l'évolution que l'Angleterre a connue à ce niveau-là. Donc, en Angleterre, qui est le berceau du régime parlementaire, le premier acte de limitation du pouvoir absolu du roi, c'est la Magna Carta. C'est la Grande Charte, qui date de 1215. Donc, la présentation de la Grande Charte, la Magna Carta, qui est une charte composée de 63 articles, que les barons ont présenté au roi Jean Santerre le 15 juin 1215. Qu'est-ce qu'elle avait comme but, cette grande charte? Donc, elle avait comme but la limitation du pouvoir du roi. Donc, c'est en 1215, donc officiellement, on est entré dans ce processus de limitation du pouvoir absolu du roi, et là, par le biais ou grâce à la Grande Charte ou à la Magna Carta. Donc, la Magna Carta a posé le premier principe des finances publiques, qui est le principe du consentement à l'impôt que j'ai déjà expliqué. Donc, c'est-à-dire les impôts doivent être autorisés avant d'être levés. Autorisés par qui? Autorisés par cette instance représentative des citoyens ou de la nation. Comme conséquence de
de ce principe du consentement à un impôt, les souverains ou les rois se trouvaient dans l'obligation de présenter les impôts demandés devant cette instance pour vote. Donc, il ne peut plus lever les impôts par leur simple volonté. Mais là, on est arrivé à ce premier stade de limitation du pouvoir absolu du roi. Donc, désormais, les rois doivent présenter les impôts demandés devant cette instance pour vote. Au XIVe siècle, on est arrivé au principe selon lequel la monarchie doit admettre que le consentement à un impôt soit l'occasion de contrôler les dépenses. Donc, on est passé du consentement à un impôt au contrôle des dépenses. Et ça, c'est très important. Donc, je répète, au XIVe siècle, on est arrivé au principe selon lequel la monarchie doit admettre que le consentement à l'impôt soit l'occasion de contrôler les dépenses. En 1689, on a un nouveau document, c'est la Déclaration des droits, Bill of Rights. Cette déclaration définit les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre. Donc, vous voyez l'évolution. Donc là, en 1215, on a la Magna Carta, et en 1689, donc vous voyez un certain nombre de siècles, on a la Déclaration des droits qui a défini les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre. Donc, cette déclaration, le Bill of Rights, cette déclaration définit les pouvoirs du Parlement, dont l'autorisation parlementaire des recettes, c'est la levée de nouveaux impôts royaux. Donc, l'autorisation parlementaire des recettes. Donc, chaque impôt doit être autorisé par le Parlement. L'autorisation parlementaire des dépenses. Également, pour exécuter les dépenses, le gouvernement doit avoir l'autorisation du Parlement. Et la périodicité annuelle de ces autorisations. Donc, l'autorisation des recettes est annuelle et également l'autorisation des dépenses est annuelle. Donc là, on a le premier principe du droit budgétaire qui est le principe de l'annualité du budget qui a été instauré par la déclaration des droits. Concernant la facette économique du budget, donc ça c'est un point très intéressant qu'on va expliquer avec plus de détails que la facette historique. Donc, dans la facette économique du budget, on va voir les deux conceptions, la conception classique des finances publiques et la conception moderne des finances publiques. Pour la conception classique des finances publiques, il vient dans le cadre de la conception économique libérale. Donc, la conception économique libérale a donné naissance à un système financier classique. Et le cadre politique, c'est l'État gendarme, qui est la première forme de l'État libéral classique. L'État gendarme, j'ai soulevé la question de l'État gendarme dans le premier cours. J'ai donné une petite idée sur ce concept de l'État, qui est l'opposé du principe de l'État-providence. Donc l'État gendarme, c'est la première forme de l'État libéral classique. Ces fonctions, comme son nom l'indique, ces fonctions doivent être réduites à ce que l'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire les fonctions de souveraineté. Et
pourquoi on l'appelle État gendarme? On l'appelle ainsi car il doit se limiter à assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc, l'État gendarme doit maintenir l'ordre à l'intérieur du pays et protéger les populations des agressions extérieures. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle État gendarme. Donc, la principale mission, c'est la sécurité des biens et des personnes. Selon la conception ou la doctrine libérale, économique libérale, les activités, comme on sait, les activités économiques sont réservées aux particuliers et aux entreprises privées. C'est le domaine réservé aux particuliers et aux entreprises privées. Et dans ce cadre-là, la concurrence doit être libre. Et cette concurrence ne doit pas être troublée par quiconque, même par l'intervention du pouvoir politique. Donc même le pouvoir politique ne doit pas intervenir pour troubler la liberté de la concurrence. Donc la concurrence doit être libre et ne doit être troublée par quiconque, y compris l'intervention du pouvoir politique. Donc la règle ici c'est quoi? La règle est la suivante: les mécanismes du marché sont suffisants pour ajuster l'offre à la demande. Donc la règle, dans l'optique de la doctrine économique libérale, c'est que les mécanismes du marché sont suffisants pour ajuster l'offre à la demande. On n'a pas besoin de l'intervention de quiconque. On laisse la loi du marché faire son travail. Donc c'est l'offre et la demande qui va ajuster le marché. La conséquence de cette doctrine, c'est quoi? La conséquence, c'est que l'État doit limiter ses interventions en deux choses. L'État, c'est l'État gendarme. Donc l'État doit limiter ses interventions en deux choses. La première, les tâches administratives, c'est-à-dire les fonctions régaliennes, par exemple le maintien de l'ordre public, la justice, la diplomatie, la défense nationale. Donc ça, le premier volet laissé à la responsabilité de l'État gendarme, les tâches administratives ou les fonctions régaliennes. Deuxièmement, certains investissements d'infrastructures. Donc, et cela, bien sûr, dans un objectif ou dans le cadre d'un objectif économique, qui est quoi? Permettre aux entreprises et aux individus de produire et d'échanger en paix. C'est-à-dire, l'État doit préparer le climat propice, favorable, pour permettre aux entreprises et aux individus de produire et d'échanger en paix. Donc, l'État doit permettre la circulation la plus facile des marchandises. C'est la tâche de l'État et non pas des particuliers et des entreprises. Donc l'État doit permettre la circulation la plus facile des marchandises et c'est pour cette raison qu'on lui a confié la construction et l'entretien des routes. Donc l'infrastructure dont la relance économique a besoin. Donc, comme j'ai déjà dit, l'État doit préparer le terrain qui motive les entreprises et les particuliers à
à investir, à produire et à échanger leurs biens. Quelles sont les caractéristiques du système financier classique? C'est-à-dire dans le cadre de la conception classique des finances publiques. On a on a trois caractéristiques. La première, c'est qu'on a un budget neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'État n'a pas le droit de prendre des initiatives qui peuvent perturber l'ordre économique. Donc quand on dit l'État, c'est l'État gendarme. Donc l'État n'a pas le droit de prendre des initiatives qui peuvent perturber l'ordre économique. Pourquoi? Parce que, selon cette conception classique, le budget n'est pas un instrument de la politique. Et on revient à la première définition qu'on a donnée au budget. Le budget, on a dit que le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'État. Donc le budget n'est pas un instrument de la politique. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'un État non interventionniste. C'est pour ça que le budget ne peut pas être un instrument de la politique. Parce que l'État est un État non interventionniste. Donc par conséquent, le budget doit être neutre parce que l'État est neutre. Donc, selon la conception libérale classique, l'intervention de l'État est inutile. Inutile, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'intervention de l'État. L'intervention de l'État n'a pas d'utilité. Donc, le budget de l'État ne doit pas peser sur le marché. On propose quoi? Dans le cadre de cette conception classique, dans le cadre de cette conception classique, la satisfaction des besoins personnels conduit à l'état d'équilibre. Donc là, on a le principe de l'autorégulation du marché. L'autorégulation du marché par l'offre et la demande. Donc c'est pour ça que l'intervention de l'État est inutile. On a le principe de l'autorégulation. Autorégulation du marché par l'offre et la demande. Donc, on laisse la loi du marché faire son travail et l'État doit rester à l'écart. Donc, l'activité économique de chaque individu est déterminée par son intérêt personnel. Et la confrontation de ces intérêts est la source du progrès économique. Donc là, on a l'activité économique des individus est déterminée par leur intérêt, ou l'intérêt personnel de chaque individu, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Et la confrontation de ces intérêts est la source du progrès économique. C'est-à-dire la confrontation des intérêts conduit à un progrès économique, à une évolution économique, à une relance économique. Et par la suite, on n'a pas besoin de l'intervention de l'État. Donc, selon cette vision, l'intervention de l'État est inutile. On n'a pas besoin de l'intervention de l'État. C'est pour ça que le budget est neutre. La deuxième caractéristique, c'est qu'on a un budget improductif. Qu'est-ce que ça veut dire? Le budget doit se limiter à couvrir les dépenses non productives de l'État. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas un facteur de production de biens et de services à caractère économique et industriel. On est dans le cadre de l'État gendarme. L'État gendarme, la principale mission, c'est l'accomplissement des tâches régaliennes.
Donc, le budget doit se limiter à couvrir les dépenses non productives de l'État, c'est les dépenses régaliennes, les dépenses relatives aux services publics. Donc, l'État n'est pas un facteur de production de biens et de services qui ont un caractère économique et industriel. C'est pour ça que le budget doit être un budget improductif. Pourquoi les dépenses publiques doivent être limitées? Car leur accroissement, c'est-à-dire l'accroissement ou l'augmentation des dépenses publiques risque d'entraîner une augmentation des impôts ou un financement par l'emprunt. Et les recettes et les dépenses sont limitées. Donc, nous sommes dans le cadre d'un État dont les fonctions sont dans le niveau minimal. Nous sommes dans le cadre d'un État dont les fonctions sont dans le niveau minimal. On a parlé des tâches régaliennes. La conséquence de cette deuxième caractéristique du budget, qui est un budget improductif, c'est que l'impôt doit être dans le niveau le plus bas possible. Pourquoi l'impôt doit être dans le niveau le plus bas possible? Parce que la seule fonction de l'impôt, dans le cadre de la conception classique des finances publiques, est de couvrir exactement les dépenses régaliennes, c'est les dépenses de souveraineté. Donc la seule fonction de l'impôt est de couvrir exactement les dépenses régaliennes, c'est-à-dire les dépenses de souveraineté. C'est pour ça qu'on peut parler d'un impôt neutre. Et pourquoi les fonctions de cet État sont dans le niveau minimal et par conséquent l'impôt doit être dans le niveau le plus bas? C'est pour permettre aux citoyens d'investir. Donc, le taux d'imposition doit être dans les niveaux les plus bas, juste qu'il faut pour couvrir les dépenses régaliennes de l'État, et le principal objectif, c'est permettre aux citoyens d'investir. La troisième caractéristique, c'est qu'on a un budget équilibré. Donc la première, on a un budget neutre, deuxièmement, un budget improductif, troisièmement, un budget équilibré. Donc les prélèvements et les dépenses de l'État doivent être dans le cadre du strict nécessaire, c'est-à-dire l'excédent et le déficit sont condamnables, ils ne sont pas autorisés. Les recettes doivent couvrir exactement les dépenses, c'est-à-dire on parle de l'équilibre strict du budget. Le budget doit être strictement équilibré, c'est-à-dire que les dépenses publiques doivent strictement équivaloir aux recettes publiques. Je répète, la troisième caractéristique du budget dans le cadre de la conception classique des finances publiques, c'est qu'on est devant un budget équilibré. C'est-à-dire que les prélèvements et les dépenses de l'État doivent être dans le cadre du strict nécessaire. L'excédent est prohibé, le déficit également est prohibé. Les recettes doivent exactement couvrir les dépenses, ni plus ni moins. Et on parle d'un équilibre strict. C'est-à-dire que les dépenses publiques doivent strictement équivaloir aux recettes publiques, sans déficit et sans excédent. Donc, pour ce deuxième cours enregistré, je vais m'arrêter là et je vais reprendre le troisième cours. Je vais reprendre du point du deuxième point de cette facette économique du budget, qui est la conception moderne des finances publiques. Donc, on a vu la conception classique, c'est-à-dire la conception classique des finances publiques.
Dans le prochain cours, on va voir la conception moderne des finances publiques. Bonne chance, bon courage et on se donne rendez-vous au troisième cours, Inch'Allah.